Bonjour. Cet exposé porte sur l'étude des biais dans les enquêtes épidémiologiques. Ce topo s'intègre dans la série de cours sur les méthodes en épidémiologie appliquée et prend la suite logique du cours sur le choix d'un groupe de référence puisque nous allons voir que les biais interviennent lorsque ce choix a été mal réalisé. Alors pour suivre ce cours, il faut être familiarisé avec les notions de risque relatif et de rapport de cote et il faut connaître les règles de choix d'un groupe de référence, que ce soit un groupe témoin ou un groupe non exposé. Alors nous allons voir comment le résultat d'une enquête peut être faussé par un biais, comment les reconnaître, en estimer les conséquences et tenter de maîtriser leurs effets. Prenons l'exemple d'une toxi-infection alimentaire collective, une TIAC, où l'on suspecte une crème anglaise d'en être la cause. Alors grâce à une enquête cas témoin, on découvre un odds ratio à 2,5, un intervalle de confiance qui exclut la valeur 1, un petit p inférieur à 0,05. Conclusion qui vient à l'esprit immédiatement, la crème anglaise est la cause de cet épisode. Alors on peut aussi penser que la crème est seulement un facteur associé, que ce lien ne serait qu'apparent et qu'en fait la cause serait le gâteau qu'elle accompagnait. Donc ça c'est une autre possibilité que nous avons développée dans le cours sur les tiers facteurs. Troisième possibilité, n'oubliez quand même pas le risque alpha. Les résultats sont présentés avec un risque d'erreur de 5% puisque l'intervalle de confiance est un intervalle à 95%. Donc il est toujours possible de se tromper à cause de ce risque d'erreur alpha. Et puis enfin, dernière possibilité, malgré les calculs qui sont justes, le résultat pourrait être complètement faussé et nous allons voir comment cela peut apparaître. Alors pour généraliser ce qu'on vient de voir, on peut dire qu'à l'issue de toute enquête étiologique, l'observation d'une relation entre un facteur de risque et une maladie peut être réelle et causale, réelle mais non causale, due au hasard, fameux risque alpha, ou alors due à un biais. Alors, il ne faut pas confondre les biais avec les erreurs aléatoires dues à l'échantillonnage. Pour illustrer cette différence, on prend souvent l'exemple du tir à la carabine sur une cible. Alors, on remarque ici que le tireur a à la fois bien centré et bien groupé ses impacts. Par analogie, on peut considérer l'odds ratio, ou le risque relatif d'une enquête, comme les impacts d'un tir dont le centre de la cible serait la cause recherchée. On dirait ici que la valeur ponctuelle de l'odds ratio est juste et que son intervalle de confiance est étroit. Dans cette deuxième situation, les impacts ont bien atteint toute la cible, mais ils sont dispersés. Le tir est moins précis. Par analogie, la valeur de l'odds ratio serait juste, mais son intervalle de confiance serait large et le résultat peut être non significatif. On est dans la situation de l'imprécision. Dans la troisième situation, les impacts sont bien groupés, mais complètement à côté de la cible. Il y a un défaut dans le viseur de la carabine ou dans les lunettes du tireur. On aurait par analogie un odds ratio avec un intervalle de confiance étroit, donc un résultat éventuellement significatif, mais complètement faux. On est dans la situation dite du biais. Alors on ne parlera pas de la quatrième situation possible où il vaudrait mieux désarmer le tireur ou changer d'enquêteur. Alors cette illustration vous montre deux types d'erreurs, les erreurs aléatoires dues à l'échantillonnage engendrant une imprécision estimée grâce à l'intervalle de confiance. Et des erreurs beaucoup plus graves, les biais, qui sont trompeurs car les résultats peuvent être significatifs tout en étant complètement faux. Par définition, un biais est une erreur systématique qui résulte d'une estimation fausse, d'une distorsion de la mesure de l'association entre l'exposition à un facteur de risque et la survenue d'une maladie. On peut illustrer cela en disant qu'un biais peut se traduire par une hernie dans le tableau d'analyse à 4 cases. Ici, la case B est plus grande que ce qu'elle devrait être. Ici, c'est la case A qui a diminué de volume. Toutes les cases peuvent être plus ou moins affectées par les biais. Et au bout du compte, si aucun effectif n'est correct, l'enquête ne vaut plus grand-chose. Lorsqu'un biais se glisse dans une enquête, 3 erreurs sont possibles. La surestimation de l'indicateur, l'odds ratio ou le risque relatif est plus grand que ce qu'il devrait être. La sous-estimation, l'odds ratio ou le risque relatif est plus petit que ce qu'il devait être. Et enfin, au pire, l'inversion du sens de l'association. C'est-à-dire qu'on affirme comme facteur protecteur un facteur de risque, ou à l'inverse, on affirme comme facteur de risque un facteur protecteur. Les biais qui peuvent affecter les enquêtes épidémiologiques sont extrêmement nombreux. On peut les classifier en 4 grands types. Les biais dits de sélection, les biais d'information, les biais de mauvaise classification, et dans cette présentation, nous ne verrons que ces 3 premiers types. Enfin, une vidéo spéciale est consacrée au 4e type, qui sont des biais un peu particuliers, qu'on appelle biais de confusion.
Alors commençons par les biais de sélection. Quand s'introduit un biais de sélection dans une enquête? Eh bien, c'est au moment de l'inclusion des sujets dans l'enquête, au moment où à partir de la population d'études, on sélectionne les sujets de l'échantillon. Si les règles de choix des cas ou des groupes de référence ne sont pas respectées, alors on risque l'introduction d'un biais dit de sélection. Par quel mécanisme risque-t-on d'introduire un biais de sélection? Dans une enquête cas témoin, c'est lorsque l'inclusion des cas ou des témoins dépend du facteur d'exposition. Ou dans une enquête de cohorte, lorsque le choix des exposés ou des non-exposés dépend de la survenue de la maladie. Alors, les conséquences d'un biais de sélection font que la fréquence d'exposition dans une enquête cas témoin ou la fréquence de la maladie dans une enquête de cohorte est différente entre les sujets qu'on a choisis pour l'étude et ceux qu'on aurait dû choisir. Alors, il existe de très nombreux biais de sélection possibles, j'en ai choisi 4 pour étudier leurs conséquences. Tout d'abord, le biais de non-réponse, soit par refus de réponse, soit par absence du sujet sélectionné qui a été perdu de vue. Alors cela arrive dans toutes les enquêtes, mais un biais de non-réponse s'introduit lorsque la fréquence des non-réponses est élevée et surtout lorsqu'elle est différente entre les cas et les témoins dans une enquête cas témoin ou entre les exposés et non exposés dans une enquête de cohorte. Alors prenons un exemple. Ici, il s'agit d'une étude cas témoin ayant pour but de montrer le lien qui pourrait exister entre la survenue de cancer du col de l'utérus et la négligence de la pratique de tests réguliers de dépistage par frottis. 658 cas de cancer du col ont été sélectionnés et 1060 témoins choisis aléatoirement parmi des femmes interrogées à leur domicile. Alors quel biais peut-on suspecter dans cette étude? Eh bien, ce que vous ne voyez pas sur ce tableau, c'est que pour interroger les 1060 femmes témoins, il a fallu démarcher environ 13 000 logements. Seulement une femme sur 13 environ était présente lors de la visite des enquêteurs. Et donc, les femmes qui ont été interrogées sont plus probablement des femmes qui ne travaillent pas autant que les absentes, et on peut imaginer que les femmes qui ne travaillent pas, plus isolées, moins informées, ont moins de probabilité de se rendre aux examens de dépistage que les femmes qui travaillent. Si on retient cette hypothèse, nous avons une case B, des témoins exposés à l'absence de test, qui est beaucoup plus grande que ce qu'elle aurait dû être. Donc, de par sa formule, un odds ratio sous-estimé. On risque de passer à côté du facteur de risque étudié. Alors, comment corriger un biais de non-réponse? Premier moyen, refaire une tentative pour réinterroger des non-répondants pour voir comment est constitué ce groupe. Alors voyons plusieurs exemples. Tout d'abord, dans une enquête de cohorte, si la fréquence de non-réponse est différente entre exposés et non exposés, mais identique entre cas et sujet sain, alors il n'y a pas de biais. Une telle affirmation peut paraître surprenante, mais si on applique la formule du risque relatif en soustrayant la part de non-réponse dans chaque case, eh bien on obtient le même résultat. Donc il n'y a bien pas de biais, il y a simplement une baisse de puissance en raison des moindres effectifs. L'intervalle de confiance sera plus grand et la précision moins bonne. Mais si on constate que la fréquence des non-réponses est différente entre les cas et les sujets sains, le biais est inéluctable. On se met maintenant dans la situation d'une enquête cas témoin, toujours en réinterrogeant des non-répondants, et si on constate que la fréquence des non-réponses est différente entre cas et témoins, mais identique entre exposés et non exposés, alors il n'y a pas de biais. L'application de la formule de l'odds ratio vous montre qu'il est identique avec ou sans non-répondant. Il n'y a pas de biais, mais on a perdu de la puissance par baisse des effectifs. L'intervalle de confiance sera plus grand et la précision simplement moins bonne. Mais si on constate que la fréquence des non-réponses est différente entre les exposés et les non-exposés, alors à nouveau, on se trouve en présence d'un biais inéluctable. Donc au final, dans les deux types d'études, cohorte ou cas témoin, lorsqu'un biais de sélection est suspecté, eh bien, il faut en tenir compte dans l'interprétation des résultats, évidemment, ou au pire, recommencer l'enquête si la fréquence des non-répondants est élevée. Autre moyen de corriger un biais de non-réponse, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la méthode de la pire situation. Par exemple, dans une enquête cas témoin, on considère tous les cas non répondants comme non exposés et tous les témoins non répondants comme des exposés. On peut procéder de façon identique dans une enquête de cohorte, considérer tous les exposés perdus de vue comme des sujets sains et tous les non exposés perdus de vue comme des cas. En procédant ainsi, on se met dans une situation défavorable à la démonstration d'un lien entre exposition et maladie, puisqu'on va obtenir un odds ratio ou un risque relatif inférieur. On se retrouve ainsi avec les effectifs de la case B et de la case C surdimensionnés,
et des valeurs de loss ratio ou du risque relatif qui sont fausses et qui se rapprochent de 1. Mais si leur valeur va toujours dans le même sens et reste significative, avec un intervalle de confiance qui exclut encore la valeur 1, alors, a fortiori, il existe bien une liaison exposition-maladie. Alors on conçoit qu'une telle méthode ne peut être appliquée que si la fréquence des non-répondants n'est pas trop élevée pour maintenir un intervalle de confiance significatif. Un deuxième biais de sélection, le biais de Bergson, ou biais d'admission, ou biais de recrutement, ou encore biais de notoriété, ce qui veut dire à peu près la même chose. Alors c'est un biais qui est fréquent lorsqu'on travaille en milieu hospitalier. Ce biais survient lorsque les cas exposés ont plus de chances d'être admis dans un service hospitalier par exemple que les témoins. Voyons ceci tout de suite avec l'exemple d'une enquête où on voudrait montrer l'existence d'un lien entre la survenue de cancer du poumon et l'exposition à l'amiante. Alors, la recherche des cas de cancer du poumon s'effectue dans un service de pneumologie par ailleurs spécialisé dans la prise en charge de l'asbestose, c'est le nom de la pneumopathie liée à l'amiante. Et on choisit des témoins dans un service voisin de chirurgie par exemple. Alors quel pourrait être le biais? Eh bien on peut penser qu'un service spécialisé dans l'asbestose reçoit plus de malades exposés à l'amiante qu'un service général. Donc les cas de cancer du poumon qui sont vus dans ce service sont plus à même d'avoir été exposés à l'amiante que les cas de cancer du poumon vus dans un autre service. Donc les cas vus dans ce service ne sont pas représentatifs de l'ensemble des cas de cancer du poumon. Donc en pratiquant ainsi, on gonfle exagérément l'effectif de la case A, donc l'odds ratio est plus élevé qu'il aurait dû être, et ainsi on surestime le lien qui existe entre cancer du poumon et asbestose. Et c'est pour éviter ce type de biais de recrutement qu'on pratique des études multicentriques en sélectionnant les cas et les témoins dans des services ou même dans des hôpitaux différents. Troisième type de biais de sélection, les biais de surveillance ou de diagnostic qui surviennent lorsque le facteur de risque étudié influence la détection de la maladie, ou bien lorsque la connaissance de l'exposition influence la qualité diagnostique. Le mieux est de voir un exemple. Ici on cherche à montrer la liaison entre la survenue de cancer de l'utérus et la prise de certains contraceptifs oraux. L'étude est bâtie sous forme d'une enquête de cohorte. Alors quel biais pourrait être évoqué dans ce protocole? Eh bien, on pourrait penser que les femmes qui sont sous contraceptifs oraux subissent plus souvent, en cas de problème, des tests approfondis de dépistage du cancer, alors que les femmes non exposées aux contraceptifs n'ont pas de raison de se faire dépister plus souvent. Alors, ces femmes sous contraceptifs ont donc une plus grande probabilité d'être dépistées en cas de cancer que si elles avaient été moins suivies comme les autres femmes. Donc dans ce cas, on a à nouveau une case A hypertrophiée qui comporte plus d'effectifs que ce qu'il y aurait dû y avoir. Et le risque relatif est surestimé. Alors comment prévenir ce type de biais de surveillance? Bien, ce serait par exemple de stratifier au moment de l'analyse selon un index de surveillance. Alors évidemment, ceci n'est possible que si on a anticipé en recueillant des données sur cet index. Et on fera ensuite les comparaisons dans les sous-groupes ayant suivi une surveillance similaire. Voilà le type d'analyse qu'on pourrait faire si on avait recueilli une variable de type fréquence du dépistage, fréquent, rare ou sporadique. Donc l'analyse est ici stratifiée sur les modalités de cet index et les risques relatifs calculés à l'intérieur de chaque strat sont donc indépendants de la fréquence de dépistage. Le biais lié à ce facteur est donc gommé. Alors voyons maintenant un quatrième biais de sélection, le biais de survie sélective, qui survient lorsqu'on inclut des cas de maladies à forte létalité par exemple, ce qui sous-entend que de nombreux cas décédés n'ont pas pu être inclus. Alors prenons l'exemple d'une épidémie de fièvre hémorragique type Ebola, avec une létalité très importante, ici de 83%. Donc on bâtit une enquête cas témoin pour tenter de voir s'il existe un lien entre la survenue de la maladie et le contact avec un facteur que j'ai appelé X. Alors comment un biais de survie sélectif peut-il s'introduire dans cette étude? Bien, si le contact avec le facteur X entraîne souvent un décès rapide, et si l'on étudie donc que les cas survivants, bien les effectifs des cas exposés au facteur X est beaucoup plus petit que ce qu'il a été en réalité. Donc la case A est diminuée et l'odds ratio est sous-estimé.
Alors pour éviter un biais de survie sélective, on peut tenter d'obtenir quand même des informations sur l'exposition chez les sujets décédés, soit à partir de dossiers médicaux s'il y en a, soit en interrogeant l'entourage sur le terrain par des méthodes qu'on appelle des méthodes d'autopsie verbale. Alors de façon générale, comment prévenir tous ces biais de sélection? Alors, il faut y penser de façon systématique au moment de la conception du protocole, car les biais de sélection sont incontrôlables au moment de l'analyse. Alors, s'il s'agit d'une enquête cas témoin, il faudra définir l'univers des cas, c'est-à-dire avoir une connaissance précise de la population dont sont issus les cas et tirer au sort les témoins dans cette population. Et par ailleurs, procéder à cette sélection indépendamment de l'exposition et au mieux sans la connaître. Dans une enquête de cohorte rétrospective, il faudra de même définir l'univers des exposés, c'est-à-dire la population dont font partie les exposés, et choisir les non-exposés dans cette population. Et sélectionner les exposés et les non-exposés sans connaître leur statut vis-à-vis de la maladie. Alors on n'a pas ce souci dans les cohortes prospectives. Alors voyons maintenant un deuxième type de biais, les biais d'information. Alors ces biais surviennent au moment de la réalisation de l'enquête proprement dite, lorsque sont recueillies les données d'exposition dans les enquêtes cas témoins, ou les données malades, non malades, dans les enquêtes de cohorte. Alors comment s'introduit un biais d'information? Dans les enquêtes cas témoins, c'est lorsque les données concernant l'exposition sont recueillies de manière différente chez les cas et chez les témoins. Et dans les enquêtes de cohorte, c'est lorsque les informations concernant les statuts malades, non malades sont recueillies de façon différente entre les exposés et les non exposés. Alors, il existe également un grand nombre de biais d'information possibles. Nous en avons choisi 4 pour les illustrer. Commençons par les biais de mémorisation, biais très fréquents qui surviennent par exemple dans une enquête cas témoin lorsque les cas se souviennent mieux de leur exposition que les témoins ou inversement. Alors prenons l'exemple de la recherche d'une relation entre la découverte de malformations chez des nouveau-nés et la prise de certaines substances toxiques par les mères. Alors on bâtit une enquête cas témoin, les cas sont des mères d'enfants mal formés et les témoins les mères d'enfants en bonne santé. Alors que peut-il se produire en lien avec la mémorisation? Alors, on peut imaginer que des mères d'enfants mal formés, très culpabilisés, se souviennent mieux et plus précisément de leurs expositions à des produits dangereux que des mères d'enfants en bonne santé qui ont oublié leurs mauvaises pratiques pendant leur grossesse. Et donc dans ce cas, la case D des témoins non exposés est augmentée au détriment de la case B. Il s'ensuit une surestimation de l'odds ratio. Deuxième type de biais d'information, les biais liés à l'enquêteur. Donc ils surviennent lorsque l'enquêteur interroge différemment les cas et les témoins. On prend comme exemple l'investigation d'une épidémie de listériose où l'on recherche un lien avec la consommation d'un fromage de type vacherin au lait cru. On bâtit une enquête cas témoin. Alors de quel biais l'enquêteur pourrait-il être responsable? Bien, on peut imaginer qu'un enquêteur zélé ou ayant un simple a priori en défaveur de ce fromage puisse interroger de façon plus pressante les cas de listériose sur leur consommation de vacherin et soit plus négligent dans l'interrogatoire des témoins. Auquel cas, il manque des témoins exposés dans la case B qui diminue au profit de la case D. Il s'ensuit une surestimation de l'odds ratio. Troisième type de biais d'information, les biais liés à la qualité des données. Alors ils surviennent lorsque les données concernant les cas sont meilleures ou plus accessibles que celles qui concernent les témoins. C'est un biais qu'on rencontre plutôt dans les enquêtes cas témoins. On va prendre comme exemple une étude visant à relier la survenue d'infections gynécologiques à l'utilisation de dispositifs contraceptifs intra-utérins. On choisit comme témoins des femmes sans infection opérées dans un service voisin de chirurgie plastique. Alors quel type de biais peut s'introduire ici? Bien, on peut imaginer que les informations concernant la contraception sont moins bien recueillies dans un service de chirurgie esthétique que dans un service de gynécologie. Auquel cas, à nouveau, on risque d'observer une surestimation de l'odds ratio. Quatrième type de biais d'information, les biais dits de prévarication. Alors ce qualificatif au nom bizarre et pas très heureux regroupe des biais qui apparaissent lorsque les données sur les facteurs de risque sont induites, soit mensongères, ou influencées, ou omises selon leur statut cas ou témoin. Alors ces biais apparaissent lorsque les questions concernent la vie intime, la vie sexuelle, ou des questions liées à l'actualité.
Alors, dans l'exemple sur la prise de drogue pendant la grossesse et les malformations, on aurait pu imaginer que ce type de biais se surajoute si les mères d'enfants mal formés avaient eu tendance à cacher leurs expositions. Alors, nous allons prendre un exemple publié dans le JAMA sur une épidémie de salmonellose due à la consommation de lait pasteurisé. L'enquête a eu lieu entre le 30 mars et le 1er avril et on incrimine un lait de la marque A avec un odds ratio à 5,19 et un intervalle de confiance qui va de 1,4 à 7,2. Donc les résultats sont publiés le 2 avril, mais l'histoire continue car on découvre qu'une autre marque, la marque B, a distribué elle aussi du lait contaminé. En revanche, cette découverte n'est pas publiée, et pour y voir clair, les enquêteurs recommencent une nouvelle enquête entre le 8 et le 14 avril pour tester cette marque B qui n'avait pas été étudiée lors de la première enquête. Et ils trouvent un odds ratio dont l'intervalle de confiance inclut la valeur 1. Donc on ne peut pas épidémiologiquement incriminer la marque B alors que des salmonelles ont pourtant été découvertes dans ce lait. Alors qu'a-t-il pu se passer ? Eh bien, on peut imaginer que dans la deuxième enquête, les cas qui avaient lu les résultats de la première enquête, qui avaient appris que la marque A avait été incriminée, aient répondu spontanément et de toute bonne foi avoir consommé du lait de la marque A, alors que les témoins non concernés par toute cette affaire ont répondu plus exactement. Alors ce n'est pas vraiment de la prévarication, simplement les cas interrogés ont été influencés par les résultats de la première enquête. Alors, comment éviter tous ces biais d'information ? Alors tout d'abord, il faut s'efforcer à ce que les cas et les témoins soient interrogés par les mêmes personnes, ne pas recueillir les données chez les cas par une équipe et chez les témoins par une autre équipe. Il faut bien entraîner les enquêteurs pour administrer les questionnaires de la façon la plus similaire possible, et au mieux, essayer de faire les enquêtes à l'aveugle, c'est-à-dire en s'arrangeant pour que l'enquêteur ignore le statut cas ou témoin de ses interlocuteurs, ce qui en pratique peut être difficile si la maladie est patente. Ensuite, en ce qui concerne le matériel de recueil des données, il faut évidemment qu'il soit identique pour les deux groupes de comparaison. Il faut poser le plus possible des questions objectives pour ne pas laisser l'enquêteur choisir, par exemple qu'une fièvre soit notée à partir de 38 par un enquêteur et 39 par un autre. Poser des questions fermées pour ne pas laisser la porte ouverte à des interprétations. Concernant la fièvre, par exemple, prévoir une question précisant fièvre supérieure à 39, oui ou non. Il est commode d'avoir des listes de réponses toutes prêtes et éventuellement des aides visuelles pour des sujets qui ont du mal à comprendre certaines questions. Il faut poser les questions ordonnées selon un ordre logique. On peut aussi introduire dans le questionnaire des leurres pour vérifier qu'il n'y a pas un lien entre ce leurre et un des groupes de comparaison. En principe, les réponses à un leurre doivent être distribuées identiquement entre les groupes de comparaison. Et enfin, s'il y a des mesures physiques ou biologiques à faire, il faut qu'elles soient faites de façon identique par tous les enquêteurs avec des recueils de données standardisés et bien évidemment tout cela doit être prévu dans le protocole. Et enfin, en ce qui concerne les sources d'information, il faut les multiplier et les varier au maximum dans la mesure des moyens logistiques. Nous allons voir maintenant un troisième type de biais, les biais de mauvaise classification, que certains considèrent comme des biais de sélection, mais j'ai choisi d'en faire une entité à part pour mieux les distinguer. Alors, les biais de mauvaise classification surviennent lorsqu'on a classé, par exemple, comme témoin, un cas passé inaperçu, une forme infraclinique qui n'a pas été détectée par les examens cliniques ni par les examens complémentaires. Ou bien à l'inverse, lorsqu'on a classé par erreur comme cas un sujet non malade. C'est la situation des erreurs diagnostiques. Ou encore, lorsqu'on a classé comme exposé un sujet qui en fait ne l'était pas, à la suite d'un recueil de données erronées, un mensonge, un oubli. Ou à l'inverse, lorsqu'on a classé comme non exposé un sujet qui était pourtant exposé. Alors, les résultats d'une mauvaise classification peuvent être de deux types. Tout d'abord, des erreurs de classification qu'on va nommer du nom barbare de non différentielles. Alors, cela se produit lorsque les erreurs de classification se répartissent au hasard entre les deux groupes de comparaison. Alors dans ce cas, il n'y a pas de biais majeur, mais simplement une perte de puissance avec un odds ratio ou un risque relatif sous-estimé. Or, pour illustrer ce type d'erreur, j'ai pris l'exemple d'une enquête cas témoin, fictive, avec les résultats de son odds ratio à 3,5. Alors ce résultat est sans erreur de classification. En première situation, j'ai exagéré énormément les choses en classant par erreur entre guillemets 90% des témoins comme des cas de façon proportionnelle à l'exposition. Et vous voyez que presque toute la colonne des témoins s'est vidée dans le groupe des cas. On recalcule l'odds ratio et on trouve une valeur de 2 qui va dans le même sens que l'odds ratio d'origine mais qui est plus faible.
Dans cette deuxième situation, nous avons fait l'inverse et classé 90% des cas comme des témoins, de façon proportionnelle entre exposés et non exposés. Et nous avons là encore un odds ratio proche de 2 et inférieur à l'odds ratio initial. Dans cette troisième situation, nous avons placé 90% des exposés parmi les non exposés, de façon proportionnelle entre les cas et les témoins. Et on retrouve un odds ratio proche de 2. Et enfin, de la même manière, nous avons classé 90% des non exposés parmi les exposés, et nous avons encore un odds ratio proche de 2. Donc dans ces situations pourtant très outrancières, les odds ratios diffèrent assez peu de l'odds ratio original, le biais reste modéré, mais nous avons plutôt une perte de puissance. Donc quel que soit le cas de figure, l'odds ratio tend vers 1 et on risque de ne rien conclure. Deuxième type d'erreur due à une mauvaise classification, l'erreur de classification différentielle. Dans ce cas, l'erreur s'effectue aux dépens d'un seul des deux groupes de comparaison. Et on se trouve alors en présence d'un biais majeur. Je vous illustre par ces petits schémas les erreurs de classification différentielle possibles. Alors sur ces deux schémas, on voit que l'erreur ne s'est produite que dans le groupe des sujets sains. À gauche, des sujets sains exposés ont été placés par erreur dans la case D des sujets sains non exposés, et à droite, des sujets sains non exposés ont été placés dans la case B des sujets sains exposés. Dans les schémas du bas, on voit que c'est dans le groupe des exposés que se sont produites les erreurs de classification. En bas à gauche, ce sont des sujets sains exposés qui ont été placés dans la case A des cas exposés. Et dans le schéma du bas à droite, ce sont des cas exposés qui ont été placés dans la case B parmi les sujets sains exposés. Alors voyons avec le même exemple fictif d'enquête cas témoin les conséquences des erreurs de classification différentielle. Donc là à gauche, nous avons nos données sans erreur avec l'odds ratio à 3,5. Première situation, nous avons fait basculer 90% des cas exposés parmi les cas non exposés. Nous avons maintenant 6 cas exposés et 94 cas non exposés. Donc la distribution n'a pas changé chez les témoins. L'erreur de classification est donc différentielle, seulement un des deux groupes a été affecté. On trouve maintenant un odds ratio à 0,15 très différent de l'odds ratio original. Le biais est manifeste, d'autant plus que le sens de la relation a été inversé, le facteur étudié devenant protecteur. En deuxième situation, 90% des cas non exposés ont été classés comme exposés. Il ne reste plus que 4 cas non exposés et 96 cas exposés. L'odds ratio est à 56, très différent de l'odds ratio initial. Troisième situation, 90% des témoins exposés ont été classés comme témoins non exposés. Il ne reste que 3 témoins exposés et 97 témoins non exposés. Et on voit que nous n'avons pas touché cette fois-ci au groupe des cas. L'odds ratio à 48,5 est encore très différent de l'odds ratio initial. Et enfin, dans la dernière situation, toujours sans toucher au groupe des cas, nous avons fait basculer 90% des témoins non exposés dans le groupe des témoins exposés. Et on trouve un odds ratio de 0,1, très différent du premier, avec une inversion du sens de l'association. Donc vous voyez que lorsqu'il y a une erreur de classification différentielle, aux dépens d'un seul des deux groupes, les valeurs de l'odds ratio ou du risque relatif, si on avait pris un exemple de cohorte, peuvent partir dans tous les sens. Les erreurs de classification différentielle entraînent donc des biais inéluctables et d'autant plus grands qu'elles sont nombreuses. Alors comment prévenir ces biais de classification? Alors tout d'abord, il faut utiliser une définition des cas et des témoins aussi objective que possible, aussi spécifique que possible, et pour ce faire, on utilisera des tests diagnostiques performants, à la fois pour diagnostiquer un cas, mais aussi pour éliminer un non-cas. Et ces définitions, après avoir été validées, ne doivent plus changer au cours de l'étude. Je voudrais terminer par un bel exemple de biais multiples soulevé dans une étude sérieuse parue dans Lancet qui tend à démontrer le lien entre la vaccination contre la rougeole et la survenue d'une maladie de Crohn, qui est une maladie intestinale très grave. Pour faire ce travail, les auteurs ont utilisé comme cohorte exposée au vaccin une cohorte de 9577 enfants âgés de 10 à 24 mois vaccinés en 1964. Alors, cette cohorte a été suivie pendant 30 ans par un organisme du Royaume-Uni équivalent à notre INSERM, et 30 ans plus tard, les enfants étaient devenus adultes et avaient fait l'objet d'un interrogatoire spécifique portant sur l'éventualité d'une maladie de Crohn.
Comme groupe non exposé, les auteurs ont utilisé une cohorte de 17 414 enfants qui sont nés en mars 1958, donc avant l'apparition du vaccin contre la rougeole. Donc il s'agit d'une cohorte d'enfants qui avait été suivie par un autre organisme pendant 33 ans. Et en 1991, les sujets de cette cohorte ont été interrogés pour savoir s'ils souffraient d'une maladie de longue durée. Et les auteurs ont sélectionné parmi les répondants à cette question ceux qui avaient souffert d'une maladie de Crohn. Alors, résultat de ce travail, dans la cohorte des vaccinés, les auteurs ont pu retrouver les interrogatoires de 3545 sujets, parmi lesquels 14 ont développé une maladie de Crohn, soit une incidence de 3,9 cas pour 1000. Parmi la cohorte des non-vaccinés, ils ont pu obtenir des renseignements chez 11 407 sujets, dont 15 ont développé une maladie de Crohn, soit une incidence de 1,3 pour 1000. Donc en faisant le rapport des deux incidences, on obtient un risque relatif de 3, avec un intervalle de confiance de 1,4 à 10. Conclusion, le virus de la rougeole atténué dans ce vaccin a un rôle dans l'étiologie de la maladie de Crohn. Et vous imaginez les répercussions de cette conclusion sur le programme de vaccination contre la rougeole et l'angoisse générée chez les parents qui pendant des années ont été incités à faire vacciner leurs enfants et à qui on annonce qu'ils ont un risque 3 fois plus élevé de développer une maladie de Crohn. Alors, ces résultats peuvent-ils être critiqués? Alors tout d'abord, vous avez remarqué que le nombre de perdus de vue était très important. Dans la cohorte des vaccinés, il y avait 59% de non-réponse en raison des perdus de vue. Dans la cohorte des non-vaccinés, la proportion des perdus de vue de 35% est encore importante, mais moins que dans celle des vaccinés. Donc si on imagine que les perdus de vue sont globalement plutôt des gens en bonne santé, et donc n'ont pas de maladie de Crohn, alors il y a une moindre proportion de maladies de Crohn chez les vaccinés, puisqu'on a beaucoup plus de données manquantes. On a donc surestimé le risque relatif et ce peut être un bel exemple de biais de suivi. Deuxième problème, nous avons vu précédemment que lorsqu'on construit une cohorte, il fallait s'arranger pour que les sujets exposés et non exposés soient sélectionnés dans le même univers. Or là, les deux cohortes sont très disparates. Tout d'abord, l'âge des individus n'est pas tout à fait le même. Dans la cohorte des exposés, les sujets ont été suivis de l'âge de 18-24 mois jusqu'à 30 ans, et dans la cohorte des non exposés, les sujets ont été suivis de la naissance jusqu'à 33 ans. D'autre part, la période d'étude n'est pas la même. La cohorte exposée a débuté en 1964, la cohorte non exposée a débuté en 1958. Enfin, les lieux de résidence de ces sujets, pendant une trentaine d'années, n'étaient pas les mêmes dans les deux cohortes. Or, tous ces facteurs, que ce soit l'âge, la période dans le temps et la situation géographique, sont des facteurs connus pour avoir des liens avec l'incidence de la maladie de Crohn. Donc il est très possible que dans ce travail, il existe plusieurs biais de sélection en fonction de ces critères. Enfin, nous avons vu que les interrogatoires, le recueil des données, ont été faits avec des critères non standardisés. Chez les vaccinés, l'information a été recueillie de façon spécifique sur la maladie avec la question « Avez-vous souffert d'une maladie Crohn ?» Alors que chez les non-vaccinés, il s'agissait d'une question parmi des dizaines d'autres questions très diverses, donc un interrogatoire passif avec un objectif qui n'avait rien à voir avec cette recherche. Donc là encore, je vous avais dit qu'il fallait que les données soient recueillies de façon identique dans les deux groupes, et il est tout à fait possible d'avoir de gros biais d'information. Et enfin, cerise sur le gâteau, comme le vaccin est efficace, aucun des vaccinés de la cohorte vaccinée n'a contracté la rougeole, alors que 85% des non-vaccinés ont contracté cette maladie très fréquente chez les enfants avant l'introduction du vaccin. Or, rappelez-vous que c'est l'idée d'un lien entre le virus et la maladie de Crohn qui avait déclenché cette enquête. Si on réfléchit bien aux résultats de ce travail, cela voudrait dire que le virus sauvage serait protecteur contre la maladie de Crohn, ce qui va totalement à l'encontre de la plausibilité biologique. Alors vous voyez dans cet exemple que malgré la taille de ces cohortes, composées de plusieurs dizaines de milliers d'individus, les résultats peuvent être invalidés si on ne prend pas garde aux biais. Donc attention au big data, big ne veut pas dire sans biais, bien au contraire. Alors toutes les critiques méthodologiques dont je viens de vous faire part ont été publiées dans le même numéro du Lancet où l'étude a été présentée. En conclusion de cet exposé sur les biais, maintenant vous avez compris qu'un biais tout seul peut expliquer une association qui, d'après les calculs, est statistiquement significative.
Alors, ceci dit, les biais sont inhérents à toute enquête, notamment en épidémiologie de terrain, et il ne faut pas rester tétanisé sous prétexte qu'une enquête peut être affectée par des biais. Il faut les assumer et systématiquement les envisager au moment du protocole avant de démarrer pour tenter de diminuer au maximum leur influence. Et surtout, il faut les discuter après, en évaluant au moment de l'analyse dans quel sens ils ont pu favoriser ou masquer une association et selon quelle ampleur. Alors la discussion sur les biais est une partie intégrante du chapitre discussion dans une publication. Un auteur qui déclarerait dans sa discussion sur une enquête épidémiologique qu'il n'a aucun biais serait malhonnête ou totalement inconscient. Nous voici arrivés à la fin de ce cours sur les biais, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines en ce qui concerne les biais, car vous vous souvenez que dans la première classification que je vous avais présentée, il existait un quatrième type de biais, les biais de confusion. Alors ces biais font l'objet d'un cours complet, et si vous êtes passionné par le sujet, je vous donne rendez-vous dans une vidéo intitulée « Prise en compte d'un tiers facteur ». À bientôt.